Merci à tous d'être réunis ici pour rendre un dernier hommage à un héros qui, hélas, nous a quittés dans des souffrances atroces. Et oui, des souffrances atroces pour nous. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Boozoscope qui est un petit peu un crève-cœur dans le sens où, je veux dire, si j'avais su un jour qu'un Indiana Jones finirait dans cette rubrique du Boozoscope, oui, bon, je sais, le 4 était déjà pas gégène, certes, mais j'étais loin d'imaginer qu'on puisse en arriver là avec un 5e opus. Donc, Indiana Jones et la DeLorean volante de poche, hein, 300 millions de dollars de budget, quand même, hein, James Mangold à la réalisation. Bon, après, attention, hein, t'es chez Disney et Lucasfilm. Donc, tu sais dans quoi tu t'embarques. Et donc, bah non, hein, ça leur a pas suffi de détruire la licence Star Wars, par exemple. Ils ont voulu faire la même chose avec Indy, donc un fiasco absolu. Voilà, jamais on aurait cru ça possible il y a encore 15 ans. Hein. Et oui, mais qu'est-ce qui a bugué, en fait, dans tout ça? Outre le fait que, bon, oui, on a étiré sur la longueur un truc qui n'aurait pas dû l'être, avec un héros déjà qui part limite à l'aventure avec une canne blanche, alors que, bon, déjà dans le 4, l'acteur semblait un petit peu trop vieux pour ses conneries. Putain de merde. Eh bien, tentons de découvrir cela, hein, et percer le mystère, telle la quête d'une relique, hein. Donc voilà, nous partons à celle de réponse, hein, donc de réponse quant au fiasco de ce film. Donc vous êtes prêts? On est parti. Et donc notre film commence dans une joyeuse époque où il faisait bon claquer les bottes, hein. Donc grande période de socialisme à l'allemande, quoique bon, on est plutôt sur la fin visiblement, puisque bon, nos chères têtes blondes qui avaient posé les valoches en France seraient plutôt en train de plier les Gaules, en emportant tout ce qu'ils peuvent, donc bon, œuvres d'art, collection de bérets, stock invendu de navets. Bah non, je déconne, c'est dégueu les navets, personne n'irait voler ça, quoi. Même un Allemand à cette époque. Car oui, on est plutôt fin 1944, et donc parler la langue d'Adolphe, c'est plus trop tendance dans le coin, hein. Et soudain, un prisonnier est amené au chef de camp, et... Ein Amerikaner, Herr Oberst, aber am Tor, hat sich als Offizier ausgegeben. Oh, dites donc, Indy en image de synthèse. Oui, parce que bon, en 1944, il était jeune, hein. Bon, ceci étant, le résultat, il est quand même pas vilain du tout, si ce n'est que parfois il a les yeux qui yoyotent un petit peu. Donc, dommage que le reste ne bénéficiera pas d'autant de soins, hélas, mais ça, on aura bien le temps de le voir. Et donc, le chef allemand, qu'on appellera le colonel méchant, est bien décidé à tirer les vers du nez de notre héros numérique en lui faisant avouer la raison de sa présence. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu pour Oktoberfest. Sauf qu'en vrai, le colonel méchant, bah, il en a rien à branler, voilà. Ce qui rend tout ce petit contexte d'interrogatoire totalement ridicule. Du coup, il donne l'ordre ultime d'aller exécuter notre cher Indy. Abführen nach oben. Quoi? Hey! Non, attendez, messieurs, moment. Ah, donc là, pur moment de facilité scénaristique, hein, à même pas 5 minutes du film, déjà. Oui, parce que bon, je tiens quand même à préciser que les Allemands de l'époque, ils faisaient pas trop dans le détail, hein. Ils évitaient de faire traîner sur la longueur des choses qui peuvent être bouclées en 2 minutes à coups de dragées en acier dans la caboche. Surtout quand ils sont pressés, comme là. Oui, mais Indy serait mort et le film aurait duré 5 minutes. Bah c'était peut-être ça la solution. Écourter la souffrance du spectateur. Bref, comme ça aide pas le scénario, là, on invite notre cher Indy à une petite pendaison des familles, hein. Mais, alors évidemment, en perdant un petit peu plus de temps, donc à savoir que là où le colonel méchant procédait à un interrogatoire dont il se foutait des réponses, eh bien ce sont ces troufions de base qui veulent avoir justement ces mêmes réponses. Alors pourquoi? J'ai envie de dire, vous êtes personne, vous êtes juste des soldats qui sont là pour exécuter des ordres. Oui, mais ça permet d'assurer une pirouette scénaristique pour donner donc un petit peu plus de répit à notre héros, afin de se sortir de cette situation. Un petit village rempli de crétins blonds aux yeux bleus. Et pour l'aider, bah, les Amerlocs se pointent à coups de bombardier pour traiter la zone des nuisibles actuels et... Donc coup de chance, n'est-ce pas, hein? La bombe ne pète pas. Bon, ça aurait été le soldat Morales, hein. Bon, effectivement, la bombe, elle aurait même explosé peut-être 2 fois. Morales, toi qui as pris le pari de partir en confetti. Mais là, non.
c'est Indiana Jones. Manque de bol, la bombe traverse le plancher et... Oh bah ça alors, mais le plus fort de tout ça, c'est que du coup, tous les chleux sont morts, hein, tandis que Indy, lui, non, il a survécu, toujours au bout de sa corde, hein, alors que, matez-moi ça. Rien que le contre-coup lié à l'explosion, ça aurait logiquement dû lui briser la nuque, quoi, d'un coup sec. Ouais, mais c'est une nuque totalement numérique, donc bah ça tient un peu plus le pavé, visiblement. J'ai pas d'autre explication. Bref, dans cette séquence où il va échapper à la mort 3 fois en 2 minutes, il va doubler la mise avant de retirer sa cravate de chanvre, avec donc un cul bordé de nouilles comme t'as jamais vu, hein. Mais du côté du colonel méchant, eh bien il faut savoir que en cours d'évacuation, il reçoit la visite de lui, qu'on va appeler Hans Biegle, donc un spécialiste des reliques du passé, qui vient avec un cadeau. Die Longinus-Lanze, Herr Oberst. Donc objet convoité visiblement par Adolphe, mais sauf que les explosions confirment qu'il est temps de foutre le camp un peu plus vite. Ah oui alors, gardez bien cette scène à l'esprit, on va y revenir très rapidement. Bref, la lance est mise à l'abri dans un train dans lequel le colonel méchant et Hans Biegle montent, tandis qu'on leur amène un autre prisonnier, donc qu'on va appeler Bob, hein, qui avait la même intention que Indy, à savoir protéger des œuvres du passé des mains de l'ennemi, et notamment la lance. Mais sauf que bon, tu m'expliques comment Bob savait que la lance de Longinus était là, alors que en fait on vient tout juste de l'apporter au colonel méchant? Il y a 5 minutes, cette lance, elle n'était pas dans le village. Bref, c'est débile, et donc on comprend que, en gros, si les Allemands veulent la lance de Longinus, c'est toujours effectivement dans ces délires d'occultisme très convoités par Adolphe, sauf que le colonel méchant, il va déchanter. Nous la cherchions. Pour son pouvoir, elle n'a pas de pouvoir. En même temps, c'est juste une lance qui a transpercé un mec, hein, j'ai envie de dire. Je vois pas ce que tu peux attendre de magique d'un tel truc. Mais au fait, retournons voir quand même notre cher Indy, hein, qui compte bien quitter le secteur, vu que bon, on n'est pas super bien accueillis, et donc... Donc il pique la bagnole, manque de peau... Alors attends, là tu as donc 2 mecs qui viennent de rentrer dans la bagnole par le même côté où se trouve le conducteur gisant inconscient au sol, que justement t'as décalqué 2 secondes avant. Mais personne n'a rien vu. C'est complètement con. Bref, Indy joue donc au taxi, escorté de 2 motards, mais rapidement, bon, il envisage de faire un petit peu faux bond à tout ce petit monde pour rejoindre le train, et... Donc là, on va avoir droit, en l'espace de 2 minutes, à l'un des plus gros enchaînements de chance face à la mort qu'on n'ait jamais vu ailleurs, excepté dans les films catastrophes de Roland Emmerich. Donc ça saute d'un bolide à l'autre, ça fait du tout-terrain, ça évite des rochers et des arbres, et puis aussi des mitraillettes. Enfin bref, il n'y a rien qui vient à bout de notre héros. Bon, ceci étant, comme tout est en image de synthèse, bah tu peux pas mourir d'image de synthèse. Ah non, mais là on voit le comble du truc. Quand tu sais qu'on a essayé d'être un minimum soigneux sur le rendu de la gueule d'Indiana Jones jeune, mais que tout le reste est absolument dégueulasse. Bref, Indy rejoint le train, mais hors d'état de nuire de l'allemand à tour de bras, hein, donc des Allemands qui ont tous oublié qu'ils ont des armes, hein. Merci. Eh oui, parce que sinon Indy serait mort et le film serait fini, encore une fois. Et donc, dans le bon wagon, il retrouve la lance et décide donc de la chourer. Sauf que Indy, dans sa fuite, va découvrir un truc que Hans Biegle a également compris tout à l'heure, rien qu'en la touchant. Die Lanze, Herr Oberst. Es ist eine Fälschung. Oui, Hans Biegle, après juste l'avoir touché par accident 3 secondes, il a réussi à déterminer les matériaux d'origine et faire une datation au carbone 14 de la lance. C'est pas génial? Bon, ce qui est particulièrement débile, dans le sens où le mec, c'est lui quand même qui est venu avec la lance. Mais entre-temps, il n'a pas pensé à vérifier qu'il était en possession d'un pétard mouillé ou de la vraie lance, destinée en plus au Führer, quoi. Bref, pour compenser, pas grave, tel un marchand de Rolex à Vintimille, Hans a un autre steak à refourguer au colonel méchant, un autre objet qui aurait, lui, par contre, beaucoup plus d'intérêt. Die Antiquitiere.
Donc l'antititicaria, hein, voilà, on va l'appeler comme ça, qui serait donc le cadran qu'aurait conçu Archimède pour prédire la météo via les maths, hein. Sauf qu'il renfermerait un plus grand pouvoir, et oui, hein, plus grand encore que de connaître le temps à l'avance, hein, alors que même au 21e siècle, on n'y arrive pas. Et ce pouvoir, c'est celui d'être capable de détruire un scénario. Car oui, il permettrait de voyager dans le temps. Donc effectivement, quand il est question de ça, ça s'annonce mal. Hein, on l'a déjà vu à travers le bousoscope, à travers notamment plusieurs films. En général, tu veux foirer ton film, voyage dans le temps, t'es sûr d'arriver à tes fins. Mais là, le colonel méchant, il est pas emballé parce que bon, bah, le fameux cadran, ce qu'il y a, c'est qu'il est pas complet. Voilà, en fait, il y en a que la moitié de l'objet total. Donc, il a pas trop envie de passer pour un couillon devant Adolphe, hein, avec juste la moitié d'un objet. Je sais pas, mais d'un côté, tu reproches qu'un mec t'apporte un objet avec des pouvoirs, certes incomplet, alors que tu t'apprêtes quand même à te pointer devant Adolphe avec une lance qui déjà de base a pas de pouvoir, mais en plus, c'est une breloque. Bref, dans cet amas de débilité, déjà aussitôt dans le film, Indy fout la pagaille dans le train, et donc on tente de l'arrêter, parce que bah, tu comprends, hein, le sacripant, il a volé un faux objet. Ouais, je sais. Bref, là, Indy tombe sur Bob et décide de le libérer. On choure au passage le morceau de l'antititicaria, on tente de s'échapper sur le toit, donc le toit du train, pendant que le colonel méchant l'essuie de l'intérieur, juste derrière, quand soudain... Mais attends, tu nous expliques comment, en étant dans le train juste derrière un étage en dessous, en 5 secondes, t'as pu te téléporter devant eux sur le toit. Ah bah il a pas besoin de ramener un objet magique à Adolphe, lui. Il est l'objet magique, à lui tout seul, carrément. Bon, sauf que le colonel méchant a beau avoir le pouvoir de se téléporter aux besoins du scénario, ça le rend pas moins débile, puisque il décide d'affronter Indy avec la lance. Oui, parce que bon, hein, pourquoi utiliser le flingue que t'as à la taille de la ceinture, hein, enfin bref, voilà, ça se bagarre au milieu d'un dégueulis numérique quand soudain... Bon, t'es mort. Le butin revient au vainqueur. Mais comme si ça suffisait pas, il y en a un autre qui se pointe parce que bah, il est pas très content de se faire piquer ses affaires. C'est Hans Bigleux qui récupère donc quand même son bout de l'antititicaria, mais... Voilà, merci Hans, adieu. Et donc, comme si ça ne suffisait toujours pas, les alliés qui bombardent le train, donc bah effectivement, il est temps de sauter du bolide. Non mais c'est quand même un sacré coup de bol de se dire que le moment où le train se fait péter la tronche à coups de bombe par les alliés, ils étaient pile, nos héros, sur un pont avec de l'eau juste en dessous. Mais bon, c'est quand même moche de se dire que voilà, t'avais quand même le bout de l'antititicaria, mais que tu l'as perdu en la refilant à Hans Bigleux avant qu'il crève. Mais... Les mains vides? Pas tout à fait. Donc on suppose que Indy a refourgué à Hans un sac vide, mais bon, ça n'empêche pas, tu m'expliques, au vu de la taille du machin, tu l'avais planqué où exactement, l'antititicaria? Dans ton slip? Il paraît que Indy a cette faculté que certaines personnes ont d'avoir beaucoup de place au fond à droite. Oui, dans son cul. Mais c'est quand même fou de se dire que ce film est réalisé par James Mangold. Même moi, j'ai du mal à y croire. Bref, passons maintenant en 1969 avec un Indy beaucoup plus vieux, beaucoup plus flasque. Et alors là, t'inquiète, il n'y a pas besoin de retouches, hein, pas besoin de retouches numériques. Et surtout, beaucoup plus aigri. Non mais c'est vrai quoi, si tu peux plus organiser une teuf sous le perron de ton voisin sans qu'il gueule, sans déconner. Oui, parce que donc notre Henry Jones Jr., même s'il a plus du tout la tête d'un junior, en tant que professeur d'archéologie réputé et héros dans tous les sens du terme, vit dans un appart totalement miteux au cœur de New York désormais, hein. Et comme si la vie n'était pas aussi merdique pour lui, eh ben on aperçoit donc entre 2 tartines de pain au petit déjeuner une prononciation de divorce avec Marion. Donc vous savez, Marion, c'était celle avec qui il avait refricoté dans l'opus précédent. Et pour couronner le tout, là où avant les élèves étaient plutôt passionnés par ses cours, voire même un peu trop, Notre tumulte.
Ici, on peut pas dire qu'il passionne les foules. Il y avait son plus célèbre habitant, à savoir... Alors, jeunes gens, ce sera au partiel. Et pourtant, le sujet est fort intéressant, hein, bien que pas du tout forcé. Et pour cause, on parle de... Archimède. Ah bah ça, si c'est pas du bol, parler d'Archimède, donc vous savez, le concepteur de l'Antiticaria. Oui, je sais, bon, ça fait beaucoup de ti, des fois j'en mets un en trop, des fois j'en mets... Alors, en même temps, il disait... Pas facile, hein. Bref, donc, à part elle, qui vient de citer Archimède, et donc qui a l'air d'être la seule à suivre le cours, les autres, ils en ont rien à foutre, et pour cause, on vient même le perturber, parce que, bah, aux infos, on parle du retour de l'expédition lunaire Apollo 11. Blasé, il décide de rentrer chez lui, talonné par elle, donc bah, celle qui semblait être la seule à trouver de l'intérêt pour son cours. Donc elle le suit jusque dans un bar, et là on découvre que en fait, elle, donc Bobette, on va l'appeler comme ça, puisque c'est la fille de Bob, et la filleule de Indy. Sauf que bon, lui en vrai, il la reconnaissait pas. Ah bah la mémoire à cet âge-là, hein, ça commence à flancher. Hein. Bref, ça papote, et là on découvre que Bobette est archéologue, et surtout... Et là, je viens de me lancer dans un doctorat. Quel sujet de thèse? Archimède et son cadran. Ah bah ça, si c'est pas du hasard, encore une fois, c'est dingue, hein. Bref, elle explique qu'elle cherche l'Antiticaria, comme son père autrefois, et du coup, elle veut l'embringuer effectivement dans ses combines, mais... Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? Tu le ferais pas, toi? Bon alors attends, Bobette, je te la remets, parce que visiblement t'as pas compris la première fois. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? Ton père à moitié dingue. Un peu plus loin, dans un hôtel de luxe de la ville, on fait la découverte d'une équipe d'agents avec des armes, qui ont l'air un petit peu louches, et donc qui sont là pour assurer les services d'un homme influent. Mais qui c'est que c'est-il donc que cet homme influent? Hein? Quoi? Donc, Hans Bigleux, eh oui, hein. Mais enfin, je sais pas, vous allez quand même pas me faire gober que le mec, il est non seulement vivant après ce qu'il s'est quand même bouffé, et en plus, il a pas la tronche plate comme celle d'un carlin, quoi. Eh bah si. Ah bah plus c'est gros, plus ça passe, hein. Ah si, c'est des paroles de Rocco Siffredi, donc c'est vrai. Ce film est d'ores et déjà extraordinaire, voilà. D'user d'Indiana Jones pour accumuler autant de bêtises. Enfin, je sais pas, mais c'est quoi l'objectif en fait? C'est réhabiliter l'épisode 4? Ah bah il en serait presque capable, hein. Bref donc, Hans Bigleux, que le poteau qu'il a pris en 44 n'a même pas fait perdre de neurones, hein, puisque le mec en fait c'est un génie. L'homme que vous servez, c'est lui qui a envoyé les astronautes sur la Lune. Il a construit leur fusée. Donc le gars, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé quand il est venu pour bosser pour la NASA, avec un CV sur lequel figurait sa participation dans l'armée allemande dans sa période la plus critiquable. Bref, donc Hans est un génie, mais attention, pas pour tout, vous verrez. Et d'ailleurs, Hans, il a encore un petit peu des restes hein, de son époque allemande, hein, parce que rien que le fait de se faire servir par un afro, donc lui, Alphonse, on va l'appeler comme ça, ça te lui fait limite du l'urticaire. Et pire encore, quand Alphonse lui révèle qu'il a participé à la Seconde Guerre mondiale, donc contre l'Allemagne... Vous n'avez pas gagné la guerre. Hitler l'a perdu. Ah, je vous avais dit qu'il était pas intelligent pour tout, hein. Donc annoncez compte double. Non, parce que techniquement, dans un affrontement, quand t'as un perdant, t'as aussi quand même un gagnant. Non, mais d'un côté, j'aimerais bien savoir qui a pondu des personnages pareils avec des dialogues autant aux fraises que ça, quoi. Et bah le pire, c'est que les scénaristes, ils sont bons à la base. Bref, soudain, Hans Bigleux apprend de ses hommes que quelqu'un a retrouvé Bobette, donc visiblement, il la recherche. Donc on est curieux de savoir un petit peu pourquoi. Du coup, Hans Bigleux envoie sa smala lui mettre le grappin dessus. Et alors, c'est marrant parce que le Hans, bon, il aime pas trop les afros, mais il bosse quand même avec elle, là. Donc elle, c'est Janine, hein, agent de la CIA, et bon, on va faire une petite pause, hein, pour reposer le contexte, parce que bon, on sait que on est chez Disney, ok, et que bon, faut être inclusif, tout ça, mais attendez, faut être quand même un minimum cohérent. On est en 1969, une femme agent de la CIA, et une femme noire en plus.
Non mais c'est vrai, sans déconner, regardez-la, entre sa coiffure et sa tenue, t'as l'impression qu'elle sort d'une émission Soul Train. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Ah, je me disais bien aussi. Non, parce que bon, je veux bien comprendre que les nouvelles lois sur les droits civiques à l'époque permettaient aux communautés, et notamment afro, d'avoir plus de légitimité aux USA. Mais quand même, quoi. Bref, après que Janine ait informé son chef de service que sa cible était en présence d'un vieux, elle retourne espionner donc avec les deux Mongoliens de service à la solde de Hans Bigleux. Et justement, tiens, revenons à nos héros, donc ils sont passés où? Eh bien en fait, ils sont allés faire un petit tour dans le stockage de l'université parce que Indy, en fait, il avait un truc à montrer à Bobette. Et donc Indy de raconter tout ce que Bob et lui ont potassé autrefois sur le machin. Ton père croyait que ce cadran pouvait prévoir des fissures dans le temps. Donc en gros, une machine potentiellement à voyager dans le temps. Hein. Manque de bol, dans le bâtiment sont arrivés ceux qui les recherchent, et là, carrément, donc lui, on va l'appeler Jean-Michel Gâchette. Voilà, parce que bon, en même temps, on aurait pu l'appeler Jean-Michel Couillon, mais malheureusement, dans le bousoscope, Jean-Michel Couillon revient quand même trop souvent. Ouais, c'est un peu comme le prénom Martin qu'on pourrait utiliser partout, quoi. Donc voilà, il dégomme toutes les personnes qui croisent sa route, hein. Ouais, aucun témoin. Mais non, ça va, ça gêne pas trop Janine, hein, agent de la CIA, merci. Et d'ailleurs, même quand le chef du service de Janine arrive avec des hommes à lui, non, de se dire que les mecs de Hans, ils ont buté des gens juste parce que voilà, non, pas de problème. Bref, pendant que nos vilains agents fouinent le bâtiment pour mettre la main sur Bobette, Indy explique justement à cette dernière d'autres détails que lui et Bob ont recensés au sujet de l'Antiticaria, comme qu'en l'occurrence il existerait une tablette qui indiquerait la position de l'autre bout de l'engin, sauf que au détour d'une bourde de Bobette, Indy comprend qu'en fait elle le mitonne sur ses intentions de base, et que si tu veux avoir à faire des choses réglo, c'est pas du côté de Bobette qu'il faut se tourner, effectivement. Et pour cause, quand les agents interviennent... Désolé. Évidemment, en chapardant le bout de l'Antiticaria. Bref, donc Indy essaie de fuir l'ennemi, comme il peut, donc en faisant des trucs qu'il est plus capable de faire, sans que ses vertèbres ne se mettent à craquer toutes les 10 secondes, alors que bon, les agents lui font pourtant bien comprendre que non, c'est pas toi qu'on cherche. Bon, sachant que pour parvenir justement à l'esmer, il contribue carrément à déglinguer quasiment tout le stock d'antiquités du bahut, alors qu'à l'époque, Indy, il se serait limite pris une bombe dans la gueule si ça pouvait protéger un bout de PQ qui aurait servi à essuyer le boule de Louis XIV. Mais non, là, attends, il a 70 piges, il tient la vie, hein. Donc là, tu comprends qu'on est entré vraiment dans un film qu'on aurait pu appeler, je sais pas moi, Indiana Jones et le troisième âge. Bref, il se fait quand même alpaguer par les méchants agents, tandis que Bobette, alors elle, se fait courser sur les toits de New York. Ah ouais, ok, la meuf en fait c'est Trinity, quoi. Non mais c'est vrai, hein. Il y a juste quelques mètres à sauter, hein, en talons en plus, rien de bien méchant. Tu sais, j'ai l'impression de revivre le moment dans Jurassic World où, donc vous savez, la meuf, là, elle tape une pointe en escarpin devant un T-Rex. Manque de bol pour les courseurs, Bobette a décidé de se volatiliser, hein, d'un plan à l'autre, hein, sûrement parce qu'elle a trouvé un trou noir dans le scénario qui traînait par là. Et nos agents de comprendre que ça va pas être facile de la retrouver, alors qu'en bas, les rues en plus sont complètement bondées pour fêter le retour de la mission Apollo 11. Bref, à défaut de Bobette, on a foutu Indy dans un fourgon pour l'interroger, histoire de connaître un petit peu son lien avec Bobette et son implication avec l'Antiticaria. Manque de bol, ils finissent bloqués par la fiesta dans les rues, donc ils décident de poursuivre à pied. Et là, Indy, bravant le pouvoir du troisième âge... Trop facile, hein. Et alors qu'il décide de se barrer pour échapper à ses kidnappeurs... Ah bon, carrément, quoi. Ah quand je vous avais dit qu'il était à la limite de pouvoir s'appeler Jean-Michel Couillon, on n'en était pas loin, hein. Bref, donc Jean-Michel Gâchette qui tire en l'air, hein, dans des rues infestées de flics, parce que bon, c'est pas comme s'il y avait un événement national dans les rues, requérant quand même un gros dispositif de sécurité. Et puis bon, c'est pas comme si on est en 1969, hein. Vous savez, une décennie qui a quand même vu la carafe de Kennedy se faire sauter.
Et c'est pas Malcolm X ou encore Martin Luther King, pardon, qui peuvent fanfaronner. Donc non, lui, il tire en l'air, hein, voilà, au milieu de tout ça. Indy, de son côté, il tente de trouver réconfort et soutien auprès d'un flic, mais visiblement, le flic, tu lui parles de fusillade, de méchants, et pendant que la foule s'affole dans tous les sens en courant parce qu'ils sont effrayés par les coups de feu, non, lui, limite, il en a rien à foutre, le flic. Bref, Indy pique son cheval, tandis que Jean-Michel Gachette pique une moto de flic pour le poursuivre. Donc oui, des flics qui se font chourer leurs moyens de locomotion, mais t'inquiète, pas de souci. Et donc, une course-poursuite se lance au milieu du défilé. Donc c'est aussi dégueulasse visuellement que c'est stupide. Oui, parce que bon, le Indiana Jones qui fait du cheval, là, tu y crois pas une seule seconde. Et donc, non, personne n'intervient, tout va bien. Oui, sûrement des banderoles en papier crépon, Non, parce que bon, si ça avait été du vrai tissu, comme toutes les banderoles pour ce genre d'événement, Indy, il se serait retrouvé 3 mètres derrière son cheval dans la seconde. Mais bon, voilà, on n'est pas à un détail près avec ce genre de film. Bref, pour échapper à ses ravisseurs, Indy se dit qu'il devrait les semer dans le métro. Mais attention, pas sans mon cheval. Et là... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vraiment? Et donc Indy est enfin à l'abri, mais son répit va être de courte durée quand les infos diffusent sur toutes les télés la situation selon laquelle en fait il serait le fauteur de troubles. Oui, parce que bon, on va quand même pas prendre en considération le fait que à côté de ça, t'as Jean-Michel Gachette qui a sorti un flingue devant des centaines de témoins, a agressé un flic, piqué sa moto, contribué à une course-poursuite, et que en plus on a un de ses collègues, alors je l'ai pas montré, mais il a agressé un conducteur du défilé, piqué la voiture justement du défilé avec à son bord une figure nationale. Mais non, le problème c'est un vieux avec son cheval. Ce film est d'un niveau de connerie, c'est abyssal. Bref, comme la situation est compliquée pour lui et qu'il a pas beaucoup d'échappatoire, comment va-t-il pouvoir se sortir de ce pétrin? Comme je suis heureux de te voir, Salah. J'aimerais pouvoir en dire autant, mon vieil ami. Ah ça alors, si ça c'est pas un gros clin d'œil doublé d'une grosse facilité scénaristique, Donc oui, Salah, donc l'ami d'Indy dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. Donc vous savez, ce mec qui vivait en Égypte, si c'est pas du bol quand même, Salah qui désormais, quand Indy en a besoin, vit à New York. Et New York, effectivement, est très petit, donc il se retrouve facilement. Du coup, il le met à l'abri chez lui, mais sauf que le scénario reste un petit peu bloqué, et oui, parce que Bobette a disparu. Donc comment retrouver sa trace? Mais sauf que c'était négligé le deuxième effet qui se coule de Salah en termes de facilité scénaristique, parce que oui, il sait tout sur les activités de Bobette. C'est pas génial? Ta filleule, Elena, a été arrêtée à Tanger l'an dernier. Oui, le mec il est au courant de tout. En l'occurrence qu'elle magouille en faisant des ventes aux enchères pas très réglo et tout. Et donc le mec il pourrait même te dire la dernière fois qu'elle a fait caca, tu sais. Et donc il sait que le mec pour qui elle bosse organise des ventes aux enchères dans son hôtel à Tanger. Et cette semaine, l'hôtel organise sa vente aux enchères annuelle. Ah ça alors, si c'est pas le fruit du hasard encore une fois. Donc une vente aux enchères chaque année. Et là, c'est dans tout juste une semaine. Du coup, à la demande de notre héros, Salah l'emmène à l'aéroport afin de se rendre à la ville de la future transaction, pas légale, mais t'inquiète, un mec recherché par tout le monde dans tout le pays avec sa tronche diffusée dans le JT, voilà, sur toutes les chaînes de télévision, mais non. Apparemment, pas de problème pour quitter le pays. Non, mais puis tu sais, bon, les notions de passeport, tout ça, c'est quand même assez flou. Bref, dans l'avion, ça lui laisse le temps de se remémorer le passé, et notamment l'époque où il promettait à Bob de détruire le bout de l'Antikythera, parce que il estimait que cette machine était dangereuse. Mais que Indy, si on en est là, effectivement, c'est que il l'a pas fait parce que, tu comprends, c'est des trucs un peu loufoques, le voyage dans le temps, tout ça, c'est un peu trop paranormal pour Indy. Et puis, lui, il croit pas trop à ces conneries, Non, c'est vrai, le paranormal, je vois vraiment pas pourquoi il devrait y croire.
Non mais en vrai, on regarde quoi là? Une fois arrivé à Tanger, et notamment dans l'hôtel en question, donc il aperçoit une pièce où se passe la vente d'objets qui a lieu, et avec Bobette qui est en train justement de refourguer rien de moins que le bout de l'Antiticaria. Ah bon? Donc le truc qui obsédait ton père, tu l'as volé pour aller le revendre. Eh oui, mais parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'elle avait besoin de l'argent pour s'acheter la Switch 2 avec 2 jeux et tous les accessoires. Donc bon, effectivement, pas besoin de préciser que de l'oseille, il en faut quand même un bon paquet pour ça, hein. Et alors qu'elle vante le truc comme étant quand même un objet conçu par Archimède, rien que ça... Et l'enchère est à combien? On est à 50 000. Eh bien alors 55. Merci. C'est une blague. T'as pris tous ces risques à te faire courser par la CIA doublé d'un ex-chleu par Eglo pour un objet conçu par Archimède, mais afin de démarrer l'enchère à 50 000. Putain, mais quand tu penses que le slip dans lequel pétait Robbie Williams pour le clip de Rock DJ, la vente aux enchères, c'est terminé à presque 10 000 €. Et là, tu démarres à seulement 50 000 pour un truc d'Archimède. C'est complètement débile. Bref, comme c'est une vente privée, pas légale, impossible pour Indy de rentrer, d'autant que bon, y a lui hein, qui surveille l'entrée, donc on va l'appeler Momo. Mais attendez, c'est vraiment lui le physio là d'une enchère privée douteuse? Je dois entrer. Pas de mot de passe, pas d'accès. C'est la règle pour tout le monde. Et l'enchère est à combien? En gros, le mec, il sert à rien, en fait. Et Indy de venir perturber la vente, parce que bon, ça suffit des conneries, hein. Et là, donc, on découvre que Bobette, en fait, est une vraie saloperie sur pattes, dans le sens où elle traite comme de la merde un mec à qui elle a quand même volé l'objet, qu'elle tente de refourguer, qu'elle l'a laissé dans la merde, et qu'accessoirement, c'est quand même son parrain. Il me traite de criminel, lui qu'on recherche pour meurtre. Il a fait la une du New York Herald. 130. Je n'ai tué personne. Bah, il serait pas accusé de meurtre, justement, si tu l'avais pas laissé en plan, alors que les tueurs étaient vraiment à tes trousses à toi. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et vous savez quoi? Eh ben, on a échappé au pire avec ce personnage. Si, croyez-moi. Parce qu'en fait, si le film avait cartonné, Disney, dans sa grande ambition de ruiner toutes les franchises qu'il touche en faisant des univers étendus foireux, avait pour objectif que ce film soit en fait une passerelle pour fermer le livre Indiana Jones, donc un dernier baroud d'honneur, et assurer la relève avec elle, au format série. Mais comment tu veux qu'on puisse avoir envie de suivre un tel personnage abject qui traite de la sorte l'aventurier ultime de notre enfance? Mais la vente va être doublement perturbée car qui c'est que c'est qui se pointe là aussi? Hans Bigleux, eh oui, qui était au courant de la fameuse vente grâce à... bah oui, il était au courant de comment lui, de ça? Il l'était, voilà. Hans qui estime donc que le truc en vente, bah donc voilà le bout de l'Antiticaria, il est à lui, donc les esprits s'échauffent, surtout quand Indy et Hans font face et que leur gueule leur rappelle effectivement un lointain souvenir. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Pardon, mais c'est vous qui sentez l'urine là? Et dans cette impasse... Jugé à 160. 160, une fois? 2 fois? Donc Indy qui récupère le cadran, et là donc rapido, parce que bon, c'en est presque ridicule en termes d'action, je vais vous passer un petit peu les détails, mais le cadran passe accidentellement dans les mains du jeune Momo, pour ensuite finir dans celle de Hans, qui décide donc de partir et... Ah tiens donc, ça c'est marrant, parce que quand Indy est entré dans l'hôtel, donc c'était il y a 10 minutes, hein, c'était la fête, il faisait nuit, hein. Et donc, 10 minutes après, en fait, il fait plein jour avec un grand soleil. Putain, même ça, ils n'arrivent pas à faire en sorte d'éviter ce genre de conneries basiques. Bref, pendant que Hans se barre sous les yeux de Indy et Bobette, la police arrive. Et en plus, il y a le fils du gérant de l'hôtel qui s'en mêle et qui a bien l'intention de régler des comptes avec Bobette, qui semble avoir des emmerdes avec tout le monde, hein. C'est fabuleux. Et donc, selon Disney, effectivement, c'était l'avenir de la franchise, cette fille. Hein, oui. Une voleuse, magouilleuse et qui n'a aucun état d'âme pour ses proches, c'est génial. Ah oui, mais manque de peau pour Disney, ils ont pas trouvé la notice pour faire le nécessaire afin de la rendre appréciable, quoi. Bref, du rebondissement inutile, histoire que le film dure 3 heures, hein. Enfin, si seulement vous faisiez un film de 2 heures, mais qui tient au moins la route, mais non, hein. On préfère compliquer et rendre le truc débile, c'est sûr que c'est plus logique. Bref, ça chamaille, toi t'en as rien à cirer, pendant que Hans, lui, il trace la route, hein. Et puis, d'un coup, nos héros s'échappent face à des gens qui savent pas tirer, parce que sinon le film serait fini, hein. Pendant que Bobette en rajoute une louche dans la gueule d'Indy. Les leçons de morale d'un pire de tombe du 3e âge, je m'en passe. Oui, parce que c'est vrai que toi,
Ta situation a l'air exemplaire, hein. Recherché par la CIA, par un Allemand SS-sbire, par un magouilleur de Tanger, et maintenant par son fils qui veut te tuer. Bref, ils sont aidés par Momo qui vient avec un tuk-tuk, et donc on repart de plus belle, et... Il est là! Ah ok, donc en gros, Hans, il avait genre 5-10 minutes d'avance, et là, avec leur tuk-tuk, ils se retrouvent au même niveau que lui. Bah sûrement que le chauffeur de Hans roule à 5 km/h, hein. Pas d'autre explication possible. Bon, accessoirement, on va pas se plaindre de trop, dans le sens où la course-poursuite est peut-être le meilleur moment du film. Ah! Bah oui, il faut savoir quand même apprécier les bonnes choses, aussi, hein, quand il y en a, et surtout quand il y en a pas beaucoup. Bref, Bobette arrive à monter sur le capot de la bagnole de Hans Bigleux, se prend pour John McClane. Mademoiselle Shaw! Mais bon, ça sert à rien. Hans repart quand même avec l'antititicaria, bien que le mec se fait quand même remonter les bretelles dans l'avion par Janine, parce que bon, hein, tes hommes foutent la merde partout où ils passent, tout ça, donc hop hop hop, fini les conneries appuyées par le gouvernement américain. Mais Hans, lui, il est pas de cet avis. Donc on prend possession de l'appareil, et accessoirement... Oui, parce que Jean-Michel Gachette, à défaut de dialogue, parce que bon, ça demandait trop de travail au gars en charge du script, hein, voilà, il est comme ça, hein, il essaie de tuer tous ceux qui croisent sa route, hein, même des agents de la CIA, c'est génial. Et là, dites-vous qu'on vient de traiter que la moitié du film. Et oui, hein, donc comme pour les précédents bousoscopes, hein, je suis navré de vous apprendre que ce Indiana Jones 5 sera donc traité en 2 vidéos, car oui, un film de merde, plus il est long et forcément plus il a de conneries, hein. Donc vous le savez maintenant, quand on tape dans des films d'environ 2h30, on coupe en 2, et puis voilà, ça vous fait 2 fois plus de rendez-vous, donc 2 fois plus de plaisir. Donc soyez patients, la suite arrive très vite. En attendant, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Bien sûr, pensez à la liker et la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de cette fameuse grande aventure d'Indiana Jones. Allez, bye.